L'atelier d'usinage est un endroit intéressant et stimulant, mais il n'en demeure pas moins que c'est un endroit excessivement dangereux. Il est important de suivre à la lettre les consignes et les règles de sécurité présentées par votre professeur. C'est excessivement important. Salut! Aujourd'hui, on va regarder l'équalisage de blocs sur la fraiseuse ou en utilisant la fraiseuse. Donc pour ce faire, il va falloir qu'on ait certaines pièces et équipements de régler. Donc on a évidemment notre fraiseuse verticale, on a une fraise en bout à pastille de carbure, on a un étau dûment aligné et on a nos deux pièces brutes. Deux pièces brutes qui vont nous forcer à adopter des façons différentes d'équerrir le bloc. Les deux blocs sont presque identiques. Ils sont de taille similaire. Ils sont conçus ou fabriqués de la même matière, du 4140, qui est un acier allié à moyen niveau de carbone. La seule différence réelle entre les deux blocs, c'est que le premier bloc ici est un bloc d'acier 4140 laminé à froid. Donc, après le premier laminage et avant le laminage final, la pièce est nettoyée à l'acide et ensuite relaminée à une plus basse température. Le deuxième est un 4140, donc le même type d'acier, mais qui est fini avec un laminage à chaud. L'acier laminé à froid, les surfaces laminées se présentent de façon lisse et uniforme. Le laminage à froid produit des surfaces qui sont très précises, bien en dedans de 2 millièmes de pouce, souvent une tolérance d'à peu près plus ou moins 1 millième. Ils sont également très d'équerre. Donc, puisque la pièce provient d'une barre qui avait une vingtaine de pieds de longueur au point de départ, les seules surfaces souvent qui requièrent de l'équalissage sur une barre d'acier laminé à froid sont les surfaces tertiaires ou, si on aime mieux, ceux qui ont été coupés par la scie. Le bloc d'acier laminé à chaud, par contre, nous présente des surfaces qui sont rugueuses et imprécises, souvent légèrement surdimensionnées pour permettre une finition aux dimensions brutes annoncées pour la barre achetée. Ces surfaces-là ne sont pas très précises, comme je dis, plus ou moins 5 à 10 millièmes de pouce, et ne sont pas très d'équerre non plus. Donc, la pièce d'acier laminé à chaud, cette pièce-là va devoir être équarrie différemment de la pièce d'acier laminé à froid. Sur un bloc de forme cubique normale, on a 3 paires de surfaces. Donc, la plus grosse des 3 paires de surfaces, on appelle la surface primaire. Surface secondaire, c'est la deuxième plus grosse surface et logiquement, la surface tertiaire est la troisième des plus grosses surfaces. Donc, primaire, secondaire et tertiaire étant la plus petite. Puisqu'on parle d'équalissage, il faudrait définir ce qu'on veut dire exactement par l'équalissage d'un bloc. Pour équarrir un bloc, on doit atteindre 2 objectifs de façon simultanée. Premier objectif, c'est de rendre chaque paire de surfaces parallèles à eux-mêmes. Donc, 2 surfaces primaires parallèles, 2 surfaces secondaires parallèles et 2 surfaces tertiaires parallèles. Ça, c'est notre premier objectif. Deuxième objectif, c'est de rendre chaque surface de la pièce perpendiculaire aux surfaces adjacentes. En ce qui a trait à notre bloc d'acier laminé à froid, celui qui nous présente des surfaces laminées précises et bien finies, il va falloir seulement réellement travailler les 2 surfaces tertiaires pour l'équarrir. Mais faites attention. Les surfaces primaires et secondaires de ce bloc-ci sont laminées et donc précises. Mais il peut y avoir des pocs ou des petits dommages. Donc, après avoir ébarbé la pièce, assurez-vous de nettoyer très légèrement la lime, les surfaces primaires et secondaires, pour vous assurer de leur planéité. Notre pièce d'acier laminé à chaud, par contre, ne présente aucune bonne surface, aucune surface fiable. Il va donc falloir usiner les 6 surfaces de la pièce
pour l'équarrir. On va voir que pour réussir cet équarrissage-là, il va falloir suivre une séquence bien précise. Il est important de noter que l'équarrissage n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Pour qu'une pièce soit bien d'équerre, comme on dit, qu'elle soit vraiment carrée, il faut faire exprès. Il faut suivre une séquence bien précise et logique et surtout bien planifier chaque étape pour obtenir ce bloc réellement carré. Si vous ne faites que installer une pièce dans l'étau et espérer qu'elle soit carrée, les chances que ça fonctionne réellement sont à peu près nulles. Il faut faire exprès. Si vous équarrissez un bloc, planifiez-le et suivez une séquence claire et précise. On va commencer avec l'équarrissage du bloc d'acier laminé à chaud. Première opération, peu importe la pièce qu'on travaille dessus, ça va être l'ébarbage, puis à l'aide d'une lime à taille assez fine, enlever les arêtes coupantes qui ont été produites par la scie lorsqu'on a coupé la barre originale pour obtenir nos pièces brutes ou nos pièces de départ. Deuxième opération, qui est réservée vraiment strictement aux aciers laminés à chaud, c'est d'utiliser un morceau, une pierre, mais ici j'ai une pièce, un morceau d'une vieille meule brisée. C'est un abrasif, c'est de l'oxyde d'alumine, c'est très dur, et on va l'utiliser pour enlever le maximum de l'écaille ou de l'écaillage de carbure. Donc, c'est carbure métallique qui se forme à la surface de la pièce lors du laminage à chaud pour avoir la surface la plus intègre, la plus homogène possible. Donc, on enlève tout ce qu'on peut. On peut voir maintenant que j'ai nettoyé une surface primaire et j'ai nettoyé mes deux surfaces secondaires. Je n'ai pas nettoyé la deuxième surface primaire puisque ce n'est pas requis. C'est la surface qu'on va fraiser en premier lieu et qui va devenir notre surface de référence pour toutes les autres surfaces. Je n'ai pas nettoyé non plus les surfaces tertiaires puisqu'ils ont été coupés à la scie. Il n'y a pas de carbure à la surface de ces surfaces-là. On va commencer avec l'équarrissage de notre bloc de 41-40 qui a été laminé à chaud. Il n'y a donc aucune bonne surface sur cette pièce-ci. Puis pour commencer, il va falloir établir une référence de départ. Sur un bloc comme ça, la référence est normalement une surface primaire, donc une des deux plus grosses surfaces de la pièce. Dans notre cas ici, on a préparé une des surfaces primaires en enlevant le petit écaillage de carbure et on a laissé la deuxième surface primaire intègre ou comme elle était au point de départ. C'est cette surface-là, celle qui n'a pas été préparée, qui va être usinée en premier lieu et qui va devenir notre surface de référence pour couper toutes les autres surfaces. Normalement, si j'avais un bloc qui était déjà pas mal carré ou précis, je n'aurais qu'à le déposer sur des cales parallèles et serrer l'étau pour m'assurer d'une bonne fixation. Mais on a un problème ici. Notre bloc de 41-40 qui a été laminé à chaud n'est pas carré et pas très précis sur aucune surface. Et je peux très bien voir ici que la pièce elle ballotte, elle n'est pas précise, puisque sa surface secondaire sur laquelle elle repose n'est pas du tout plane et pas du tout carrée ou précise. Je vais donc devoir trouver une façon de le tenir pour m'assurer qu'il est vraiment bien retenu dans l'étau. Donc, pour ça, on fait quelque chose d'un peu différent. Je vais ajouter deux cales parallèles en ouvrant un peu plus mon étau pour me permettre d'insérer des petites cales sphériques ou cylindriques, je devrais dire, qui vont venir soutenir la pièce. Donc une autre cale et une cale cylindrique ici qui repose dessus. Avec ces trois cales, ça me donne l'assurance que je vais avoir des points de contact bien définis et que la force de serrage va être bien répartie sur la mâchoire fixe de l'étau.
Ce qu'on est en train de faire ici, c'est de s'assurer d'avoir des points de contact bien définis. Donc, si je m'imagine que j'ai mon bloc et que les surfaces ici sont irrégulières, je ne peux pas être certain, lorsque la mâchoire de l'étau vient appliquer sa force, qu'elle va répartir cette force-là de façon égale pour avoir un bon contact sur la mâchoire fixe de l'étau. Pour s'assurer de ça, on va faire exprès pour produire des points de contact clairs et définis. C'est là que nos cales cylindriques rentrent en jeu, puisque notre bloc va être retenu entre ces cales. On est certain que la cale ici va répartir sa force de façon égale sur les deux autres points de contact, assurant donc une fixation stable de la pièce. Je peux donc voir ici que j'ai mes 3 points de contact qui vont stabiliser la pièce. Quelques points importants. Les cales cylindriques que j'utilise ici doivent être d'une matière relativement douce, ou si on aime mieux, molle. J'ai choisi ici du laiton demi-dur. J'aurais pu choisir également des tiges en acier doux, mais attention, jamais des tiges en acier trempé ou des matières très dures. On ne veut pas que la pièce roule sur ces tiges-là, mais que les tiges puissent s'agripper à la pièce en s'écrasant légèrement, puisqu'ils ne sont pas particulièrement durs. Également important est la hauteur des cales parallèles que j'ai choisies. Les 2 cales qui soutiennent la pièce sont d'une hauteur qui permettent à la pièce, surtout à la surface que je veux usiner, de surplomber les mâchoires de l'étau que par à peu près 100 millièmes de pouce. Je veux retenir la pièce le plus profondément dans l'étau. Ça ne me donne rien de laisser une grande distance dépassée. Tout ce qui n'est pas dans l'étau n'aide pas à sa rétention. Les 2 cales que j'ai choisies pour soutenir les tiges cylindriques, eux, sont d'une bonne hauteur pour permettre aux tiges de ne pas surplomber la pièce et de tomber à peu près égales avec les mâchoires. Donc, ces tiges-là ne viendront pas en interférence avec la coupe que je vais entreprendre à la surface de la pièce. Je peux maintenant serrer mon étau et, à l'aide d'un marteau impact diffus, bien asseoir la pièce contre les cales parallèles. On est maintenant prêt pour notre première coupe. On va placer l'outil en rotation pour qu'elle vienne à peine effleurer la surface. On va placer notre axe Z sur notre lecteur digital à 0. Puis on va ensuite se retirer de la surface de la pièce, descendre 15 ou 20 millièmes de pouce et prendre notre coupe. 15 à 20 millièmes de pouce, juste parce qu'on veut enlever le moins possible de matière. Il faut se rappeler, notre seul objectif à ce stade-ci, c'est seulement de nettoyer la surface, de la mettre belle et plane. Tout ce que j'enlève maintenant, je ne peux pas l'enlever plus tard. Donc, on va vraiment toujours enlever un minimum lorsque je produis ma première surface de référence. Alors, allons-y. Et voilà, notre première surface est usinée. On voit qu'elle est bien finie, bien plane, parfaite comme surface de référence. Il ne faut pas l'oublier, cette surface-ci va devenir notre surface de référence pour toutes les autres surfaces qu'on va produire sur la pièce.
Avec notre bouton d'arrêt d'urgence bien enclenché, on peut maintenant retirer notre pièce de l'étau. Et s'assurer, comme on va le faire à chaque fois qu'on usine une surface, de prendre une lime et désarber toutes les arêtes tranchantes qui ont été produites par l'action de coupe. Donc, on vient de produire notre surface de référence primaire. On a une belle surface lisse et précise. On va se fier sur cette surface-là pour m'assurer que toutes mes autres surfaces vont finir d'équerre. Elle va donc toujours, lorsque j'installe la pièce dans l'étau de fraiseuse pour effectuer mes autres surfaces, mes coupes sur les autres surfaces, cette surface primaire de référence-là va toujours rester contre la mâchoire fixe de l'étau. On va attaquer les surfaces dans l'ordre suivant. On va effectuer une première coupe sur mes surfaces secondaires. Donc, on va finir une des surfaces secondaires qu'on va appeler notre référence secondaire. On va ensuite aller rendre notre deuxième surface secondaire parallèle à cette première-là qu'on vient d'usiner. On va ensuite attaquer notre première surface tertiaire. On voit que celle-là, elle est spéciale. Ça requiert un petit peu d'ajustement pour réussir à la rendre carrée aux surfaces secondaires de référence. On va ensuite rendre notre deuxième surface tertiaire parallèle à notre première pour finir le tout avec notre sixième surface qui va être notre deuxième surface primaire qui, elle, devra être usinée pour être parallèle à notre surface de référence primaire, notre surface de référence de base. Allons attaquer notre première surface secondaire. Notre surface de référence primaire était relativement simple à produire parce qu'elle a juste une particularité. Cette surface-là devait être plane. C'est tout ce qu'on recherchait. Notre surface de référence secondaire, donc la première surface secondaire qu'on va produire ici, elle a deux particularités. Elle doit être plane et elle doit être perpendiculaire à notre surface primaire de référence. C'est la perpendicularité de la mâchoire fixe de l'étau de fraiseuse qui va nous donner cette surface secondaire bien perpendiculaire à notre surface de référence primaire. Et pour ce faire, on va placer notre surface de référence primaire contre la mâchoire fixe de l'étau, en plaçant toujours la pièce le plus profondément possible dans l'étau pour la stabiliser au maximum. On va également utiliser une cale parallèle et une tige cylindrique en laiton ou en acier doux pour répartir la force appliquée par la mâchoire mobile de façon égale entre la surface primaire et la mâchoire fixe. On peut serrer notre étau. Et bien asseoir la pièce au fond à l'aide d'un marteau à impact diffus. Comme on a fait avec les surfaces précédentes, on pourra maintenant venir effleurer la surface qu'on veut usiner, placer notre lecteur à 0, prendre une coupe entre 15 et 20 millièmes de pouce et venir nettoyer cette surface-là. Alors, allons-y. Avec notre bouton d'arrêt d'urgence activé, on pense toujours sécurité. Je peux maintenant extraire ma pièce de l'étau, l'ébarber,
et procéder à l'usinage de la deuxième surface secondaire. Puisque je n'ai pas changé la hauteur de la table, je sais que ma hauteur de table est déjà à peu près égale à cette deuxième surface-là. Alors, je n'ai qu'à m'assurer que l'étau est très propre, on ne veut pas avoir un copeau, d'installer la pièce avec ma surface de référence secondaire au fond de l'étau et avec ma surface de référence primaire contre la mâchoire fixe. Mais avant de faire ça, je vais ramener l'étau sur le côté gauche de l'outil, puisque je vais couper dans cette direction-là. Donc, référence contre le fond, référence contre la mâchoire fixe. Je l'installe, tout est très propre. Je serre mon étau et j'assois le bloc au fond à l'aide de mon marteau impact diffus. Je peux procéder à ma deuxième coupe en prenant une coupe encore d'environ 15 à 20 millièmes de pouce. Ça y est, ma deuxième surface secondaire est usinée. Elle est très simple à produire parce qu'en réalité, la seule obligation ici, c'est qu'elle soit parallèle à ma surface de référence secondaire. Donc, j'ai une primaire de produite et deux secondaires. C'est le temps d'attaquer nos surfaces tertiaires. Notre surface de référence primaire devait être plane, et c'est tout. Notre surface de référence secondaire devait être plane et perpendiculaire à notre surface de référence primaire. Notre surface de référence tertiaire, celle qu'on va attaquer maintenant, doit être plane. Elle doit être perpendiculaire à la surface primaire et perpendiculaire à la surface secondaire. Pour obtenir ces trois actions simultanées, il va falloir qu'on fasse un petit peu plus d'ajustement que ce qu'on a fait sur les deux autres surfaces lors de l'installation. On va commencer nos surfaces tertiaires en plaçant le bloc dans l'étau pour que la surface tertiaire, qui va devenir la surface tertiaire de référence, soit vers le haut. Mais on va placer le bloc légèrement croche dans l'étau. Là, on va le placer le plus profondément possible dans l'étau, mais encore sans qu'il touche au fond. On n'utilisera pas de cale parallèle en dessous ici. On veut qu'on puisse l'ajuster quelque peu. Là, quand je vais le serrer initialement, je vais le serrer que très légèrement, parce qu'il va falloir que je l'ajuste par la suite pour placer la surface de référence secondaire vraiment perpendiculaire à la surface de la table. On peut maintenant, à l'aide d'un équerre de précision, placer la surface de référence secondaire à la verticale et serrer l'étau légèrement. Puisqu'on a utilisé l'équerre de précision pour positionner la surface de référence secondaire perpendiculaire à l'axe ou à la surface de la table, on peut maintenant fraiser notre surface tertiaire, puis s'attendre à ce qu'elle soit carrée ou perpendiculaire à notre surface secondaire. Mais attention,
Le positionnement qu'on vient d'effectuer est précis, mais pas extrêmement précis. Si la précision de la pièce à produire ou à équarrir est plus ou moins grande, cet alignement-là qu'on vient d'effectuer est suffisant. Par contre, si on doit avoir une pièce particulièrement bien positionnée, on va suivre l'équarrissage ou le positionnement avec l'équerre de précision par un passage avec un comparateur à cadran pour s'assurer qu'on est parfaitement ou le plus proche possible de la verticale. Alors, regardons ça. Donc, j'ai mon comparateur à cadran, j'ai ma pièce, le palpeur du comparateur est en contact avec la surface que je veux palper et je vais palper sur une distance d'environ 2 pouces de long. Fait que, effectuons le palpage en déplaçant l'axe Z. Je constate ici que j'ai un mouvement d'environ 2 millièmes de pouce sur la longueur de palpage. Donc, je vais pouvoir ajuster ma pièce très légèrement si je veux que ce soit très précis. Donc, la direction de mouvement de l'aiguille m'indique que ma pièce est penchée légèrement vers le palpeur. Donc, je vais ajuster très légèrement la pièce et reprendre le palpage pour voir si je vais corriger le mauvais alignement. J'ai serré mon étau pour fixer la pièce. J'ai effleuré le dessus de la pièce avec l'outil. Je me suis déplacé, descendu par à peu près 15 millièmes. Je suis prêt à prendre ma coupe. Ma première surface tertiaire étant coupée, je peux maintenant enlever la pièce et bien sûr l'ébarber. Pour finir ma deuxième surface tertiaire, je vais utiliser la plus petite cale parallèle que je puisse trouver. Une seule cale en dessous de la pièce. Je vais placer la surface tertiaire de référence contre cette cale. Je veux qu'elle soit petite, la cale, mais je veux que le morceau soit retenu le plus profondément possible dans l'étau. Et ensuite, toujours en utilisant ma cale cylindrique pour répartir la force de serrage, venir serrer la pièce en place. Et bien sûr, on va l'asseoir avec un marteau impact diffus. Il ne me reste que la deuxième surface primaire à couper. Pour le faire, j'installe la pièce avec ma surface primaire de référence contre 2 cales parallèles. Important de n'avoir 2 puisque à ce stade-ci, la pièce elle est plus large que la hauteur de contact entre la surface secondaire et la mâchoire fixe de l'étau. Donc 2 cales parallèles, la pièce bien assise contre les 2 cales. Je n'ai qu'à venir fraiser légèrement la surface primaire pour obtenir mon bloc complètement équarri. Donc, j'ai retiré mon bloc de l'étau et je l'ai ébarbé. Je constate que mon bloc est équarri. J'ai 6 surfaces qui sont très planes et d'équerre un par rapport à l'autre. Donc, mon équarrissage est réussi. Bon.
On vient d'équarrir un bloc de 41-40 qui a été laminé à chaud et qui n'avait aucune bonne surface au point de départ. Mais on se rappelle qu'au début du film, on parlait de deux pièces séparées, un à 41-40 laminé à chaud, qu'on vient d'équarrir, et un deuxième en 41-40 laminé à froid. Puisqu'il a déjà 4 surfaces fiables et carrées, l'équarrissage de ce bloc-là est beaucoup plus simple que celui qu'on vient juste de regarder ou de faire. Par contre, on pourrait équarrir les seules surfaces qui le requièrent, soit nos surfaces tertiaires, en faisant exactement ce qu'on a fait avec le bloc précédent lorsqu'on a équarri les surfaces tertiaires. Mais on va profiter de l'occasion d'avoir une pièce qui est déjà généralement bien finie pour voir une technique un peu différente pour l'équarrissage spécifiquement des surfaces tertiaires de ce genre de bloc rectangulaire-là. Quelques différences entre ce qu'on fait à ce moment-ci et ce qu'on a fait auparavant. Puisque notre bloc a déjà des surfaces primaires bien carrées et perpendiculaires aux surfaces secondaires, puisque ces 4 surfaces-là sont bonnes, on pourra se dispenser d'utiliser nos cales cylindriques pour assurer une bonne fixation, à une condition, qu'on tienne toujours la pièce bien au centre des mâchoires de l'étau. Deuxième différence, les opérations précédentes étaient ce qu'on appelle des opérations bidimensionnelles, dans le sens que pour aplanir une surface, comme on est en train de le faire, l'alignement de l'étau n'était pas crucial. Ce qu'on va faire ici, ce qui est de l'encochage en réalité, va avoir besoin d'un étau extrêmement bien aligné. Troisième différence, au lieu d'utiliser une fraise à pastilles de carbure qui est conçue pour fraiser sur le bout et sur le côté, mais sans produire un épaulement de 90 degrés, on va utiliser ici une fraise en bout, dans ce cas-ci à 2 lèvres, qui va pouvoir produire une surface verticale, bien plane et bien perpendiculaire à la surface de la table. On va commencer par installer 2 cales parallèles d'une hauteur qui nous permet de disposer la pièce et de la laisser surplomber les mâchoires de l'étau par au moins une épaisseur de cale. On va serrer l'étau et bien asseoir la pièce à l'aide d'un marteau à impact diffus. On pourra ensuite venir fraiser une coche le long de la pièce ici, très légèrement, pas profondément, juste assez pour rendre la surface belle. Puisque la mâchoire fixe de cet étau a été bien alignée et qu'on va produire la coupe ici en utilisant l'axe transversal de la machine, mais la surface qu'on va fraiser ici devrait être perpendiculaire à la surface secondaire qui, elle, est contre la mâchoire de l'étau. En fraisage conventionnel, on va maintenant venir produire notre petite coche en s'assurant de ne pas toucher au-dessus des mâchoires de l'étau. On veut quand même produire une coche qui est juste légèrement plus grande ou haute que l'épaisseur d'une cale parallèle. Comme on peut voir, on a produit une surface plane et perpendiculaire qui a juste la largeur requise pour pouvoir s'asseoir contre une cale parallèle. Ça va nous permettre
de déposer la pièce sur une cale parallèle et de s'assurer de la perpendicularité de cette pièce-là lorsqu'elle est assise au fond de l'étau. La pièce a été ébarbée. Je peux placer une cale au fond, mais faites attention, la plus petite cale possible. Encore une fois, je veux retenir la pièce le plus profondément possible dans l'étau. Je m'assure que l'étau est bien propre et je vais placer la surface que je viens de produire contre la cale parallèle au fond de l'étau. On peut serrer l'étau en place. Et venir asseoir la pièce au fond à l'aide d'un marteau impact diffus. Bon, j'ai changé le couteau, ajusté mes vitesses de rotation et d'avance. J'ai effleuré la première surface, donc la surface de référence tertiaire. J'ai effleuré la pièce avec le couteau, je me suis enlevé, j'ai pris une coupe d'une vingtaine de millièmes de pouce et je suis maintenant prêt à couper. Là, évidemment, on va continuer dans l'ordre. On va enlever les bavures de cette surface-là que je viens de produire, qui est notre surface de référence tertiaire. Je vais tourner mon morceau de bord, le rasseoir contre la cale parallèle et usiner ma surface parallèle tertiaire, donc ma dernière surface à usiner sur ce bloc-là. Bon, on a vu deux méthodes, à bien des points de vue très similaires pour équarrir des blocs. On pourrait dire, ou certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà aperçus du fait que ce qu'on a fait sur le deuxième bloc exige plus de préparation. Évidemment, des changements d'outils, l'alignement de l'étau. Ça pourrait sembler beaucoup trop complexe. Puis à un certain niveau, bien, vous avez raison. La première méthode qu'on a utilisée exigeait un alignement visuel, le passage d'un comparateur à cadran pour obtenir un bloc le plus carré possible. Et si je n'avais qu'un ou deux blocs à produire, c'est cette première méthode-là que j'utiliserais pour le faire. On parle bien ici des surfaces tertiaires de la pièce, qui sont ceux qui exigent cet ajustement en deux plans simultanés. Par contre, si j'avais plusieurs blocs à produire, on va dire que j'avais 50 blocs à équarrir. Il est évident que la deuxième méthode serait de loin beaucoup plus productive. Pourquoi? Parce qu'une fois installé, je pourrais encocher en série un grand nombre de blocs et m'enlever l'obligation d'aligner pièce par pièce chacune des morceaux à équarrir. Donc, beaucoup plus rapide si j'ai plusieurs pièces à faire. La première méthode, plus facile et plus rapide si je n'ai qu'un ou deux pièces à produire. À vous de choisir la méthode qui va fonctionner pour vous.